vous écoutez RTL. Place au journal, puisqu'il est 9h. RTL Matin, Bernard Poirette et le journal d'Anne Le Hénaff. Anne, bonjour. Bonjour Bernard, bonjour à tous. Ils sont 7877 candidats et tous, bien sûr, ne passeront pas le cap du premier tour des législatives de ce dimanche. Seuls 577 siégeront à l'Assemblée nationale pour les 5 prochaines années. Les bureaux de vote sont ouverts depuis 1 heure maintenant. 6 ministres jouent leur avenir. S'ils sont battus, ils devront quitter le gouvernement, c'est la règle. À suivre également la radicalisation express, indétectable de l'homme qui a agressé un policier à coups de marteau mardi dernier devant Notre-Dame. Une même scène pour 3 légendes de la chanson française. Les vieilles canailles, Hallyday, Dutronc, Eddie Mitchell ont démarré leur tournée hier soir dans le Nord. Et du tennis, Ostapenko remporte Roland Garros à 20 ans. Rafael Nadal en avait 19 lors de sa première victoire porte d'Auteuil. Il en vise une 10e cet après-midi. Les électeurs sûrement commencent à connaître le chemin du bureau de vote puisque c'est la 7e fois en 7 mois qu'ils sont priés de s'y rendre. En comptant les primaires de la droite et de la gauche, oui. Ce dimanche, c'est pour élire ou réélire les futurs députés qui siégeront pendant 5 ans. Les bureaux de vote sont ouverts depuis un peu plus d'1 heure maintenant. Il y a en moyenne 14 candidats par circonscription, parfois beaucoup plus. Ils sont par exemple 24 dans la 16e circonscription de Paris, celle qui couvre une bonne partie du 19e arrondissement. Bonjour Nicolas Burnand. Bonjour. Vous êtes devant un bureau de vote de cet arrondissement. Vous avez croisé les premiers votants. Oui, depuis 1 heure, le flux est continu, mais il n'y a pas de file d'attente devant ce bureau le plus important de Paris. Carte d'électeur à la main, Marie-Esther s'est déplacée tôt ce matin. Parce que je travaille après je finis à 19h, ça va être trop tard pour venir voter et j'y tiens. C'est le devoir citoyen, je trouve que c'est normal d'aller voter. On doit exprimer sa voix. En tenue de sport, François est venu voter juste avant d'aller faire son footing du dimanche. Il a exprimé sa voix lors des 2 premiers tours de l'élection présidentielle. Pour lui, il est donc normal de se déplacer une nouvelle fois. C'est dans la continuité de l'élection présidentielle. C'est le moment aussi de dire si on est d'accord avec la politique qui commence à être mise en place ou pas. Donc c'est aussi important, voire même plus important. Alors vous l'avez dit, pas moins de 24 candidats s'affrontent dans cette circonscription. Bruno, 45 ans, place beaucoup d'espoir dans cette élection. On va dire quelque chose de bien pour tout le monde, du travail pour ceux qui n'en ont pas, du travail pour ceux qui continuent à en avoir, moins d'inégalités aussi. On met l'accent sur des nouveaux noms et des nouvelles têtes, c'est bien. Une 50aine d'électeurs sur les 1900 inscrits dans ce bureau ont déjà voté ce matin. Les portes resteront ouvertes jusqu'à 20h. Merci Nicolas Burnand. Le 19e arrondissement de Paris, c'est là où l'un des 6 ministres est candidat. Il s'agit de Mounir Majoubi, secrétaire d'État au numérique. Et il joue gros ces 6 ministres, car Édouard Philippe a fixé une règle claire. S'ils sont battus, ils devront démissionner du gouvernement. Ça concerne aussi Richard Ferrand, ministre de la Cohésion des Territoires, qui a voté tôt ce matin à Motreff, en Bretagne. Vous y étiez pour RTL, Jacques Serret. Oui, Richard Ferrand est arrivé à 8h15 au volant de sa voiture. De nombreux journalistes l'attendaient devant l'unique bureau de vote de cette commune de 738 habitants. Aucune déclaration de la part du ministre de la Cohésion des Territoires. Après avoir glissé son bulletin dans l'urne, il est resté une dizaine de minutes à discuter dans un bureau avec des membres de l'équipe municipale. Un ministre qui joue sa place, il doit être réélu s'il veut garder son ministère. En 2012, Richard Ferrand s'était imposé sous l'étiquette du Parti socialiste dans cette circonscription de 71 communes, 115 000 habitants. Face à lui, notamment, la candidate Les Républicains Gaël Nicolas, maire de Châteaulin, ainsi que Christian Troadec, le candidat régionaliste et maire de Carhaix. Au total, ils sont 14 candidats dans cette circonscription. Au premier tour de la présidentielle, c'était Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon qui étaient arrivés en tête. Jacques Serret en direct de Motreff dans le Finistère. Ce jour de vote, comme les précédents, est sous haute surveillance. 50 000 policiers et gendarmes sont sur le pont, en plus des militaires de l'opération Sentinelle. 7877 candidats et 47 millions d'électeurs. Anne, je vous laisse faire la multiplication, mais ça fait des paquets de bulletins de vote. Oui, il va y en avoir pour tout le monde en théorie, mais certaines communes n'ont pas été suffisamment approvisionnées. C'est le cas de Vincelles, un tout petit village en Saône-et-Loire. 337 habitants, 12 candidats. Le maire Gérard Jouvenceau n'a pas reçu assez de bulletins. Il y avait 5 candidats pour lesquels on avait entre 15 et 20 bulletins au lieu de 337. Et donc les services de la préfecture ont réagi, bien sûr. Finalement, on a fini par avoir
une petite pincée de bulletins de chaque candidat qui était très peu fourni. On va faire la chasse dans les isoloirs aux bulletins qui seront laissés par les électeurs et puis on va réapprovisionner à mesure. Une inquiétude quand même parce que bon, les gens qui viennent voter, on a peur qu'ils ne comprennent pas tout et que dans notre rôle de maire, on est tenu quand même de faire quelque chose de sérieux et puis ça ne pas très sérieux tout ça. Le maire de Vincelles qui finalement a été approvisionné suffisamment en bulletins de vote. Les enjeux de ce scrutin sont bien sûr politiques mais ils sont aussi, Anne, financiers. Et oui, car un bon score peut rapporter gros au parti des candidats, Julien Fautra. Eh bien, c'est en fonction des résultats qu'est calculé le montant de l'aide publique à laquelle ont droit les partis politiques. Tous les partis, même les plus petits. Il suffit en effet de réaliser au moins 1% des suffrages au premier tour dans 50 circonscriptions pour pouvoir bénéficier de l'argent de l'État. Ces aides, il y en a 2. Une voix égale 1,42 € avec une pénalité tout de même pour les formations politiques qui ne respectent pas la parité. Et puis dans un second temps, l'État versera 37 280 € à un parti par élu et par an. Par exemple, en 2016, l'État a versé aux partis politiques près de 63 millions d'euros. Mais cette élection a aussi un coût pour les candidats. Ils doivent eux-mêmes imprimer leur profession de foi ou les bulletins à leur nom que vous retrouverez aujourd'hui dans le bureau de vote ou que vous avez reçu par la poste. Et cela peut coûter jusqu'à 6 000 € qui ne seront remboursés que si le candidat obtient au moins 5% des suffrages. Les autres en seront totalement de leur poche. Les précisions de Julien Fautra pour RTL, édition spéciale législative ce soir, emmenée par Marc-Olivier Fogel et toutes les signatures de la radio. Les premières estimations, les premiers résultats, les réactions, les analyses de 19h à 22h. Dans un court instant, la suite du journal d'Anne Le Hénaff. L'homme qui a attaqué un policier à coups de marteau en milieu de semaine à Paris, n'était absolument pas dans les radars de l'antiterrorisme. C'est ce qu'on appelle un électron libre. RTL Matin, 9h08, la suite du journal Anne Le Hénaff, Bernard Poirette. L'homme qui a attaqué un policier avec un marteau mardi dernier sur l'esplanade de Notre-Dame à Paris a été mis en examen et écroué hier. Cet Algérien de 40 ans était totalement inconnu des services de police. Il a pourtant assuré être un soldat du califat. C'est comme ça que se désignent les combattants du groupe État islamique, Caroline N. Oui, un homme imprégné par la propagande djihadiste qui s'est radicalisé seulement en quelques mois, loin des regards. Sur son ordinateur, les enquêteurs ont retrouvé des dizaines de fichiers, des images et des vidéos de l'attentat de Londres, de Bruxelles ou encore de Saint-Étienne du Rouvray. Les policiers ont aussi mis la main sur 4 clés USB avec à l'intérieur le manuel d'action des loups solitaires édité par Daesh. Le téléchargement de ces fichiers par l'assaillant remonte au moins au début de l'année. Un homme décrit comme isolé et renfermé et qui a préparé seul son passage à l'acte, rappelle François Molins, le procureur de Paris. Si le parcours et les témoignages de proches de l'auteur pourraient laisser à croire que rien ne présageait son passage à l'acte, au cours de sa garde à vue, il a évoqué un processus de radicalisation solitaire par Internet et une allégeance faite par écrit et filmée à son domicile, à l'exclusion de tout contact avec d'autres personnes. C'est donc l'apparence du profil d'un néophyte répondant par son passage à l'acte au mot d'ordre permanent de l'organisation en frappant contre les mécréants. Un profil bien loin de celui d'un djihadiste aguerri qui frappe directement sur les ordres de l'État islamique, mais tout autant redouté par les services antiterroristes. À Grenoble, un collège du quartier de la Villeneuve a été incendié la nuit dernière. Plusieurs jeunes seraient rentrés dans l'établissement et y ont embrasé des pneus. Les dégâts sont importants selon la préfecture. RTL, 9h10. Roland Garros 2017. C'est sur RTL. La Lettonne, toute jeune, 20 ans, Jelena Ostapenko a fait mentir les statistiques puisqu'hier, elle a remporté Roland Garros. Et c'est la première fois depuis 1933 qu'une joueuse qui n'est pas tête de série remporte le tournoi. Son coup droit ravageur lui a permis de dominer Simona Halep en finale, 4-6, 6-4, 6-3. Ostapenko va gagner 35 places au classement mondial demain. Place aux hommes cet après-midi. Stan Wawrinka va tenter d'empêcher Rafael Nadal de remporter son 10e Roland Garros. Mais l'Espagnol est plus qu'en forme cette saison, Isabelle Langer. Il y a un an, Nadal souffrait du poignet. Il avait quand même tenu à jouer à Roland Garros sous infiltration, mais avait dû jeter l'éponge après son 3e tour. Tout le monde se demandait s'il n'était pas au crépuscule de sa carrière.
carrière. 12 mois plus tard, l'Espagnol réalise un tournoi magistral. Véritable rouleau compresseur, il a gagné tous ses matchs en 3-7 et apparaît plus que jamais maître de son sujet. Mais ce qui impressionne surtout, c'est sa sérénité, sa force tranquille. C'est d'ailleurs ce qui inquiète Stanislas Wawrinka. C'est le plus gros challenge de tout joueur de tennis, de jouer Rafa à Roland-Garros en pleine forme, en finale tout simplement. C'est le plus grand joueur de tous les temps sur terre battue, donc c'est très compliqué. Lui joue pour son 10e Roland-Garros. Voilà, va falloir rentrer sur le terrain, va falloir faire les choses justes, tout donner et puis le résultat on verra. Cette fameuse décima, Nadal en rêve, même s'il a toujours dit que son chiffre fétiche était le 9. 10 est un chiffre rond, mais je suis content du chiffre 9, déjà. C'est mon chiffre favori. Alors si 9 devient 10, peut-être que 10 deviendra mon chiffre favori. Un 10e titre pour entrer à jamais dans la légende. Isabelle Langer qui vous fera vivre cette finale cet après-midi à Roland-Garros. Maria Sharapova est forfait pour Wimbledon qui commence début juillet. La Russe qui revient après 15 mois de suspension pour dopage souffre d'une déchirure musculaire à la jambe. En rugby, le 15 de France a été largement dominé par l'Afrique du Sud pour son premier test match 37-14. La passion Zidane ne s'éteint pas selon notre baromètre sport Odoxa Winamax pour RTL. L'entraîneur du Real Madrid est le meilleur entraîneur en exercice pour 45% des sondés. 72% aimeraient le voir à la tête de l'équipe de France après la Coupe du Monde. En Formule 1, Lewis Hamilton, au volant de sa Mercedes, partira en pole position au Grand Prix du Canada devant Sébastien Vettel sur Ferrari, départ à Montréal. À eux trois, à Neuenaf, ils ont 221 ans, des centaines de tubes au répertoire et des dizaines de milliers de fans. Ce sont bien sûr les vieilles canailles. Elles sont remontées sur scène hier. À Villeneuve-d'Ascq dans le Nord, la première date de cette tournée des légendes. Jacques Dutronc, Eddie Mitchell, Johnny Hallyday. L'idole des jeunes et des moins jeunes est soignée pour un cancer à Los Angeles. Il s'est dit très heureux d'être là. Steven Bellery y a assisté à leur performance pour RTL. C'est leur première tournée, si. Et croyez-vous que l'on soit jaloux? Le comptoir est toujours là, les bouteilles aussi, 23 musiciens, on ne change pas une équipe qui gagne. Bonsoir. Costume noir, cravate pour Johnny, le trio remet le couvert, le plat est le même. C'est noir. Il nous reste l'espoir. Mais le bonheur intact. Une vingtaine de morceaux, une collection de tubes immortels. Dutronc libéré chante mieux, Mitchell, joueur, bouscule ses comparses et Hallyday physiquement diminué mais vocalement impeccable. Avec cette formidable envie de vie, oui, ce rêve en nous c'était s'ancrer. Quelque chose de Tennessee. Avec cette formidable envie de vivre, Johnny épate, rayonne, profite, souvent assis, mais généreux. Complices, ces vieilles canailles sont réjouissantes. Magnifique. On est très heureux de les avoir vus tous les trois réunis pour écouter vraiment de belles chansons. Les trois, terribles. C'est un moment historique pour moi. Bon, à part Johnny, un petit peu pas trop bien, fatigué. Il a quand même le courage de faire sa tournée en étant malade. Et il était pas temps, vraiment. Ça suffit. Ça suffit. Et la fin de la tournée, ce sera début juillet à Carcassonne. Par ailleurs, rien que pour l'auditeur Furax qui m'a envoyé un SMS il y a une demi-heure, la 6e édition de The Voice, donc le crochet de TF1, a été remportée hier par Lisandro Cucci, c'est ça, voilà, Bernard. Qui était le candidat préféré de Peggy Broche, donc en plus ça lui fait plaisir aussi à Seulement elle. 17 ans. Voilà, c'est ainsi, il paraît qu'il est super. Bravo. Allons-y. Allez. Les courses. À Auteuil aujourd'hui avec Dominique Cordier. Bien sûr, avec Dominique Cordier. Dominique, votre dernière minute, c'est le 2 Bucks Bank. À part ça, quel est votre pronostic ? Je ne peux rien vous cacher, Bernard. Dernière minute, Bucks Bank. Je place en 6e position. Mon pronostic est le suivant. Le 8, Diamond Charm. Le 6, Flavin. Le 15, Chris de Beaumont. Le 4, Farlow Desmottes. Le 3, Song and Whisper. Le 2, Bucks Bank, donc la dernière minute. Le 16, Intrinsèque. Le 9, Curly Basque. C'est le prix de Parisien. C'est à Auteuil. 3600 mètres à parcourir par 16 partants. L'arrivée en instantané sur le coup de 15h25. La course a lieu à 15h15. 16 partants, donc c'est presque autant que les candidats aux législatives dans les diverses circonscriptions. Merci beaucoup. Et le 2, donc Bucks Bank en dernière minute. Bon, après Auteuil, direction Romans-sur-Isère, on va sur le marché. Absolument, le plus beau marché
marché de France qui a été désigné donc par les Français. C'est leur préféré, en tout cas. Romans-sur-Isère, c'est dans la Drôme, imaginez-vous, 30 000 habitants, un marché magnifique où se trouve Serge Pueyo. Serge, vous êtes à côté de Michel Fleury, qui est en fait le placier du marché. Il ne vend rien. Il dit aux commerçants, vous vous installez ici ou là, c'est bien voilà, ça. Il connaît parfaitement le marché. Michael Fleury, on le surnomme Mickey ici, tout le monde l'appelle Mickey. Alors, Michael, qu'est-ce qui fait l'attrait de ce marché, cinquantaine de commerçants ici? L'attrait de ce marché, c'est nos commerçants sédentaires et non sédentaires, nos producteurs. Notre ville est joyeuse et nous sommes ravis de vous accueillir à Romans-sur-Isère. Avec nos producteurs de fraises, d'asperges, nous produisons des fruits et légumes naturellement, de la pêche, de la nectarine, de l'abricot. Et puis les bons produits locaux. Les bons produits locaux. La pogne et la raviole naturellement. La pogne de Romans. Alors ça, il faut en manger la pogne de Romans. Mais surtout de la raviole, c'est bien meilleur encore. Les ravioles. Oh, les ravioles, arrêtez, c'est trop bon. C'est un régal, c'est un régal. Je vous confirme ça. Il y a une super ambiance sur ce marché. Une très très bonne ambiance avec des Romanais très joyeux qui aiment la fête et puis venir sur notre marché. Alors justement, j'ai Dédé, 75 ans, fidèle cliente du marché. Dédé, pourquoi vous aimez ce marché? Bon, parce qu'on rencontre beaucoup de monde, d'amis. Et puis, il y a beaucoup de choix, il y a beaucoup de commerçants. Et puis si on a une petite soif, on a des bars pas loin là. Ah oui, vous passez au bar. Voilà, toujours boire notre petit café. Et puis on est là tous les dimanches parce qu'il y a beaucoup de monde, ça a beaucoup de succès ce marché. C'est le grand rendez-vous du dimanche. Voilà, c'est ça, exactement. Avec toutes les copines qui sont là d'ailleurs, voilà. Écoutez Serge, en tout cas c'est promis, Serge et Michael, si je passe un de ces jours à Romans-sur-Isère un dimanche, j'irai au marché. Le problème c'est que le dimanche, moi je suis au Turbin à Paris. Je ne peux pas être partout à la fois. On ramènera de la pogne et des ravioles. J'espère bien, Serge. Surtout des ravioles. Ok. À tout à l'heure. On vous retrouve dans 1 heure, Serge. Et Vincent Perrault également sera avec toute l'équipe de Stop ou Encore sur ce marché de Romans-sur-Isère. À partir de 10h, le marché élu préféré des Français avec Saint-Mauré.